C'est l'heure du grand dossier. Soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI. Aujourd'hui, cet enjeu, cette question, non, ce n'est plus une question d'ailleurs. Trump et l'Iran, l'heure de vérité. L'histoire est-elle en train de s'accélérer? À l'instant, la marine iranienne annonce un exercice la semaine prochaine dans le détroit d'Ormuz, dans la mer d'Oman. Exercice naval à tir réel. Comment va réagir le président américain? Parce qu'au moment où nous démarrons cette émission, eh bien, le président américain il est en train d'être briefé à la Maison-Blanche par le renseignement américain. L'heure de l'ultime décision est-elle venue? Dans 10 minutes environ, il doit réussir son conseil des ministres à lui. À suivre donc, il y a 24 heures, il disait « le temps presse ». Or, les dernières informations, c'est aussi une impasse diplomatique. Rejet des contours d'accord sur le nucléaire par les Iraniens. Le nucléaire, souvenez-vous, en juin dernier, les frappes sur les sites nucléaires iraniens. Ici, celui de Fordo, ces trous dans le sol. Et si Trump les frappait à nouveau, des responsables indiquent que les cibles potentielles incluent les installations nucléaires. Et hier, lui-même promettait une attaque contre l'Iran bien pire que l'été dernier, en l'absence d'accord. Dans son viseur aussi, selon l'agence de presse Reuters, la tête du régime pour encourager les manifestants à faire définitivement tomber le régime. Donc d'accord, mais a-t-il les moyens de les faire, de les cibler ? Et pour les remplacer par qui? Et cette question également dans cette émission. La Russie aide-t-elle l'Iran dans la dernière ligne droite? Les frappes sur les dirigeants et le nucléaire iranien n'est-ce qu'une question d'heure, de jour? Écoutez, regardez. Ce régime est probablement plus faible que jamais. Un régime qui ne peut se maintenir au pouvoir face à sa propre population qu'au prix de la violence brute et de la terreur. Alors ses jours sont comptés. Bien sûr, nous suivons tous de près la situation actuelle en Iran. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Sylvie Bermann. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes ancienne ambassadrice de France en Russie notamment. Bonjour Général Michel Yakovlev. Merci également d'être avec nous. On en est ravis. Ancien vice-chef d'état-major du CHEP, c'est l'OTAN. Bonjour à vous Guillaume Roquette. Ravi bien sûr de vous retrouver également, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et bonjour Xavier de Giacomoni. Bonjour Amélie. Ravi aussi, bien sûr, éditorialiste international LCI. Le grand dossier Trump et l'Iran, l'heure de vérité, c'est donc parti. En cours là, potentiellement au moment où on se parle, Donald Trump est briefé à la Maison-Blanche par ses services de renseignement. C'est ce qui était prévu. Et à 17h, un cabinet meeting, c'est comme un conseil des ministres bien à lui. L'ultimatum potentiellement qu'il a mis sur la table face à l'Iran, est-il en train d'arriver à expiration? Et si oui, qu'est-il en train de décider avec ces hommes depuis la Maison-Blanche? Surtout que, vient de tomber cette autre information, la marine iranienne annonce un exercice naval à tir réel dimanche, lundi, dans la mer d'Oman. Alors, sans tarder, je vous fais réagir. Tout d'abord, Général Yakovlev, dans la zone, cette annonce, quel est le signal? Quel est le signal envoyé par l'Iran? Je suppose que le signal, c'est même pas peur. Enfin bref, c'est une fin de non-recevoir à l'ultimatum, je pense. Maintenant, dans cet exercice, ils ont parlé de participation chinoise. Oui. Si ça se confirme. Et russe. Et russe. Alors les Russes, je ne sais pas s'ils ont. Selon les informations d'Al Jazeera. Mais alors, ça explique peut-être pourquoi ils parlent d'exercice pour la semaine prochaine, parce que il y a la semaine dernière, les marines iraniennes, russes et chinoises étaient en Afrique du Sud pour un exercice en Afrique du Sud. On essaye de retrouver les images. C'est le temps que ces bateaux reviennent. Et la présence de ces navires pour un exercice, quel qu'il soit, au milieu de la zone de déploiement américaine, c'est, militairement parlant, c'est très, très compliqué. Ça gêne beaucoup. Et ensuite, ça met les Chinois, s'ils sont à portée du porte-avions, devant le porte-avions, sur sa trajectoire de cap de lancement d'avion, par exemple, c'est très ennuyeux. Donc, je pense que c'est plutôt bien trouvé comme réaction de la part des Iraniens. Et vous me disiez pendant la pub, sans trahir de secret, qu'il faut alerter potentiellement même les États-Unis, dire voilà le cadre de notre exercice. Donc oui. Tout ça, les informations sont à peu près transmises. Alors s'ils jouent la règle du jeu, et je ne sais pas quel est leur passé en l'occurrence, normalement nous à l'OTAN, quand on déclare un exercice, et en particulier à tir réel, on déclare une zone d'exercice, mais c'est très précis, c'est cartographié si vous voulez, pour que les bateaux sachent comment pas se retrouver en dessous d'un missile, ce qui serait ballot. Donc là, est-ce qu'ils ont donné des éléments, des coordonnées, latitude, longitude de leur zone d'exercice? Pareil pour les Américains qui vont faire une zone d'exclusion pour les opérations du porte-avions.
Mais ça, c'est du déclaratoire, c'est pas du droit international. C'est pas parce que vous avez décrété un exercice que vous exercez une souveraineté quelconque sur la zone d'exercice. Militairement parlant, et je vais me tourner vers la question diplomatique juste après, militairement parlant, ça peut être interprété comme une attaque par les Américains ? Alors, militairement parlant, non, mais comment on appelle ça, une gêne considérable. Si ces bateaux-là sont effectivement là et manœuvrent là exprès pour gêner le porte-avions, le groupe aéronaval, qui est quand même un gros truc, ça complique la vie des Américains. Ça va beaucoup les gêner, ça va beaucoup les énerver, ça c'est sûr. Alors Sylvie Bermann, une question après l'autre. Le volet diplomatique. Quel est le message diplomatique, cette fois, envoyé par l'Iran avec, donc, selon Al Jazeera, Russie et Chine avec ces exercices dans les prochains jours, dimanche, lundi? Bien pour l'Iran, c'est de dire j'ai des alliés puissants. Et notamment la Chine. Alors, ils ont déjà fait des exercices. Bon, il y en avait effectivement au large de l'Afrique du Sud, mais je crois qu'ils en ont fait d'autres. L'Iran est membre de l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui est plus ou moins dirigée par la Chine, avec la participation de la Russie. Les Chinois n'ont aucune envie de cette guerre, bien évidemment, parce que d'abord, ils n'aiment pas les troubles au commerce. Et 90% du pétrole iranien va vers la Chine. Et de toute façon, les marchandises, le pétrole qui arrive en Chine passe dans cette région. Alors maintenant, effectivement, ça sera une gêne si c'est réalisé. Est-ce que Donald Trump ne va pas appeler Xi Jinping et peut-être Poutine pour leur dire de ne pas donner suite effectivement à cet exercice? Pardon pour la sait rien. Politique fiction, mais pardon, je vais quand même vous soumettre à l'exercice. Je le disais là, en ce moment même, en tout cas c'est les informations qu'on avait ce matin, Donald Trump, il est censé être briefé par ses équipes du renseignement, notamment sur la situation depuis la Maison-Blanche. Selon vous, comment reçoivent-ils cette information ? Donald Trump, ses équipes, à un si haut niveau de diplomatie, est-ce qu'ils sont en train de recevoir cette information en disant « Écoutez, ça y est, nous sommes en quelque sorte attaqués » ? Attaquer, non. Mais en fait, c'est un obstacle qui est mis à des frappes éventuelles de la part des États-Unis. Ce qu'on sait et ce que savent les Américains, c'est que tous les alliés de la région, enfin les alliés des États-Unis, ne sont pas favorables à ça. D'une part parce qu'ils n'ont pas envie de chaos en Iran. Ils n'ont pas envie non plus d'un Iran qui devient une grande puissance. Les Chinois et les Russes, encore une fois, sont très proches de Téhéran. Donc je pense que Donald Trump est furieux, mais c'est pas une attaque de la part de ces trois pays. Cela dit, c'est à balles réelles, donc c'est sérieux. Justement, tir réel prévu. On peut parler d'exercice, on l'a fait souvent sur ce plateau. À tir réel prévu, à quel point est-ce exceptionnel ou ne laisse pas? Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement en termes d'exercice? C'est pas exceptionnel, ils l'ont déjà fait, mais c'est rare. C'est vraiment, si vous mettez votre zone d'exercice là où les Américains avaient l'intention d'opérer avec leur porte-avions, et qu'après un missile tombe pas loin, les Iraniens diront de bonne foi, entre guillemets, t'es dans ma zone d'exercice, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est pas une agression, t'avais qu'à pas être là. Et cet exercice va supposer des manœuvres, pas que des tirs, des mouvements de bateaux et tout. C'est déjà arrivé que des bateaux chinois s'opposent, gênent des mouvements de porte-avions américains. En particulier pendant les phases de lancement d'avions, ils se mettent devant. Et c'est très perturbant. Et ça met les Américains dans la perspective de percuter, avec un bateau à 15 milliards de dollars, de percuter une frégate chinoise. Et potentiellement, ça peut les empêcher, les Américains, dans leur manœuvre? Ça les gêne, parce que si le bateau manœuvre, il est obligé d'arrêter de lâcher des avions. Enfin, il ne veut pas lâcher des avions à 2 km d'une frégate. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est un emmerdement sans fin. Et justement, comment peut-il réagir à cet emmerdement sans fin, comme vous le dites, avec vos mots? Oui, excusez-moi. Non, mais on vous connaît, général. Voilà, mais comment réagir? L'OTAN, c'est votre domaine. Dans la marine américaine, ils le prennent très mal, mais des percussions de bateaux, ils en ont déjà eu et ça plaît pas. Donc ils seront obligés de se décaler, ils seront obligés de faire avec en réalité, sauf à répondre entre guillemets les provocations chinoises si elles ont lieu, et russes d'ailleurs. Donc en fait les Russes et les Chinois mettent, mais j'empiète un peu sur le domaine de l'ambassadrice, mais sont dans le mode c'est plus qu'une contestation d'exercice en fait. C'est une démonstration de contre-force.
Et donc, comment on réagit? Comment peuvent réagir les Américains à partir de là? Je pense que c'est difficile d'intervenir militairement contre l'Iran si vous avez la Russie, la Chine, et l'Iran qui sont placés en plein milieu. Et à mon avis, ça rend même les choses impossibles. Et les États-Unis ne veulent pas entrer en guerre contre la Chine. Moi, je pense plutôt que Trump essaiera par la voie diplomatique de les en dissuader. Maintenant, on ne sait rien à ce stade des décisions réelles de Donald Trump sur sa volonté. Bon, là, effectivement, il est allé très loin, donc c'est difficile de reculer totalement, mais il est conscient des dangers pour les Américains, contre les bases américaines, et éventuellement aussi contre Israël. Et les États-Unis ont une doctrine qui est la doctrine zéro mort. C'est-à-dire on bombarde, mais on ne veut pas risquer de morts américains. Je vous soumets... Donc c'est une décision encore plus difficile à prendre maintenant qu'elle l'était il y a 2 heures. Donc ils les mettent un peu devant le fait accompli. Et effectivement, regardez cette carte, le détroit d'Ormuz. On vous en parle tous les jours. Enjeu majeur, notamment pour les alliés dans la région, qui n'ont pas du tout envie que ça tourne mal du côté de ce détroit d'Ormuz. C'est hautement symbolique, stratégique, provoquant, Xavier de Giacomoni, le détroit. Ah bah oui, c'est très provoquant. Alors après, il va falloir voir si il ne s'agit pas d'un coup de bluff des Iraniens. On peut attendre d'avoir la confirmation officielle russe et chinoise. Savoir effectivement si les Russes, surtout, plus que les Chinois, ont des bâtiments capables de participer à cet exercice dans un délai court, voire très court. Parce que qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence sur Donald Trump? Ça peut aussi le pousser à déclencher son opération le plus rapidement possible, avant même que l'exercice n'ait commencé. Parce qu'après, il rentrerait dans des tractations diplomatiques avec à la fois Vladimir Poutine et Xi Jinping pour pouvoir mener son opération. Donc c'est pour l'Iran, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas aussi favorable que ça sur le court terme. Mais effectivement, potentiel accélérateur de particules du côté des Américains, ça peut pousser les Américains à mettre en œuvre leur stratégie militaire plus vite que peut-être ils ne l'avaient imaginé. C'est très vrai ce que dit Xavier. C'est vraiment, oui. Au moment où Trump est en train de décider, en quelque sorte. Oui. Il a peut-être la perception d'une fenêtre. Je ne sais pas ce que lui diront ses amiraux. Et le bateau, le porte-avions, il est dans la région. Est-ce qu'il est arrivé? Vous voyez, est-ce que... voilà. Mais on le dit depuis des années maintenant, en matière de guerre, dans la guerre, il y a la guerre de communication. L'annoncer potentiellement au moment où il y a un conseil des ministres à la Maison-Blanche qui s'annonce, au moment où il est briefé, c'est potentiellement volontaire dans cette guerre de psychologie. Non, mais bien sûr c'est volontaire, mais c'est vrai que ça joue dans les deux sens. Soit effectivement c'est un risque supplémentaire par les Américains et qui n'ont surtout pas envie d'entrer en guerre, évidemment, contre les Chinois. Et à défaut d'entrer en guerre, de risquer une bavure qui risque de déclencher une riposte. Et dans l'autre sens, effectivement, il peut peut-être se dire on va le faire avant qu'il n'arrive. Guillaume Roquette. Oui, tout dépend effectivement et ça, on n'a pas tous les éléments du degré de préparation des Américains. On sait par exemple que leur porte-avions Abraham Lincoln est dans la région, mais on ne sait pas exactement où il est parce que les Américains ne le disent pas. De la même façon, on a vu qu'il y avait des rotations de fret militaire extrêmement importantes sur leur base d'Al Udeid au Qatar, qui est le quartier général des forces américaines dans la région, donc d'où ils pourraient lancer une offensive. Mais est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils ont suffisamment d'avions? Est-ce qu'ils ont suffisamment de missiles, de bombes? A priori, selon ce que disait Donald Trump, l'objectif c'est de frapper des installations nucléaires iraniennes. Ça veut dire des bombes extrêmement puissantes parce que les systèmes sont enterrés. On l'a bien vu en juin dernier. Donc c'est très difficile à savoir s'ils sont prêts ou non. Est-ce qu'ils peuvent appuyer sur le bouton maintenant? Maintenant. Et les cibles nucléaires, on va en parler justement en deuxième partie d'émission dans quelques instants. Mais je ne tarde pas trop avant de rejoindre Téhéran et de rejoindre plus précisément Siavosh Ghazi. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes correspondant pour France 24 et RFI à Téhéran. Merci Siavosh d'être avec nous. Je m'arrête sur cette information qui est tombée juste avant que nous prenions l'antenne. Est-ce que l'information circule chez vous en Iran concernant cet exercice? Non, j'ai regardé les différents sites d'information en persan, mais aussi le site d'information de la chaîne Press TV. Et cette information n'a pas été diffusée par les médias iraniens.
tout comme par exemple des manœuvres communes avec la Chine et la Russie en mer d'Oman. Pour l'instant, il n'y a pas d'informations qui puissent confirmer ces deux informations ou c'est donné par Al Jazeera ou une chaîne de télévision persan basée à l'étranger. Merci Siavash. Je poursuis avec vous parce que c'est vraiment tellement précieux de vous avoir depuis les rues de Téhéran en direct. Siavash, est-ce qu'on peut imaginer un instant le régime renoncer à l'enrichissement d'uranium? Il a basé, on le sait, une grande partie de sa puissance ou presque sur ce point. Absolument. C'est jusqu'à maintenant, en l'état actuel des choses, ça a toujours été un niet de la part de Téhéran. Pas question de renoncer à l'enrichissement d'uranium. En revanche, selon les différentes déclarations qu'on a pu voir ces derniers mois, l'Iran serait prêt de réduire le niveau de son enrichissement, par exemple à moins de 20% pendant une période donnée pour satisfaire les demandes des pays occidentaux, mais pas question, en revanche, d'arrêter totalement le programme d'enrichissement d'uranium. C'est jusqu'à maintenant la position exprimée par Téhéran. De même, par exemple, sur les stocks d'uranium enrichi, que les Américains demandent qu'ils soient transférés à l'extérieur, tout comme par exemple les pays européens. Là encore, il y a une certaine souplesse de la part des Iraniens en disant que s'il y a un accord sur le programme nucléaire et que les sanctions sont levées, l'Iran serait prêt d'envoyer à l'étranger, de transférer à l'étranger le stock d'uranium à 50%, mais aussi le stock d'uranium à 20%. Donc ça, c'est quelque chose que les autorités iraniennes envisagent, mais pas question d'envoyer tout le stock d'uranium que l'Iran a produit depuis maintenant plusieurs années, c'est-à-dire près de 10 tonnes. Pas question de tout envoyer à l'étranger, mais on peut limiter le niveau des stocks d'uranium que l'Iran dispose. Alors, Siavash Ghazi, on a appris également cet après-midi que le maire de Téhéran annonce que les parkings souterrains, mais également les stations de métro de toute la ville seront transformées, je cite, en abris de guerre en cas de reprise des hostilités avec Israël ou encore les États-Unis. Siavash, les Iraniens accélèrent-ils effectivement, le voyez-vous, autour de vous, leurs préparatifs face à une éventuelle frappe américaine? Et pensez-vous que le pouvoir iranien, de son côté, prépare la riposte? Ce qui est certain, c'est que le pouvoir prépare la riposte. Ça a été dit, répété à plusieurs reprises ces derniers jours. Donc, l'Iran va riposter. Aujourd'hui encore, ce matin, les médias ont annoncé que l'armée iranienne avait reçu 1000 drones d'attaque qualifiés de stratégiques, donc des drones qui ont une portée de plusieurs centaines de kilomètres, peut-être plus de 1000 kilomètres. Mais en ce qui concerne les déclarations du maire de Téhéran, en fait, il n'y a pas de préparatif. C'est-à-dire que à Téhéran, il y a une dizaine ou une quinzaine de lignes de métro qui peuvent être utilisées comme abri. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas de construction d'abris ailleurs que dans ces métros ou même des parkings. Les parkings sont des parkings. Il n'y a pas de parking, pas tellement de parkings souterrains. Il y a des parkings en surface, mais pas de parking, énormément de parking. La capitale iranienne compte une population de 10 millions d'habitants et donc c'est très difficile d'abriter toute cette population-là, même s'il y a 15 lignes de métro. Merci beaucoup Siavash Ghazi. Je vois que vous n'êtes plus tout à fait seul devant votre caméra, donc je vais vous permettre de vous mettre peut-être un tout petit peu à l'écart. Merci beaucoup Siavash Ghazi d'avoir été avec nous depuis les rues de Téhéran, correspondant France 24 et RFI sur place. Georges Malbruno, je vous en prie, soyez le bienvenu sur ce plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes grand reporter au Figaro et spécialiste du Moyen-Orient. Alors l'information, la première que je vous soumets bien évidemment, c'est celle qui vient de tomber juste avant de commencer l'émission. Bonjour à vous. Bonjour. C'est cet exercice annoncé par la marine iranienne conjointement avec les Chinois et les Russes dimanche, lundi, exercice à tir réel prévu. L'analyse du message selon vous? C'est de dire aux Américains que l'Iran se prépare, l'Iran ripostera, l'Iran engage ses alliés, et donc voilà, c'est ce genre de message, sachant que la voie diplomatique n'est pas épuisée. Donc voilà, après
Après, on a eu ces derniers jours, un peu à l'image d'ailleurs des messages américains, les Iraniens qui ont soufflé le chaud et le froid. Vous avez eu Arakchi, le ministre des Affaires étrangères, qui a dit qu'ils avaient le doigt sur la gâchette, donc on y est là, mais qu'en même temps, ils étaient prêts à négocier un accord juste, etc. Simplement, donc voilà, on est un peu dans la guerre des mots, là, avec en plus un renforcement, effectivement, des dispositifs de part et d'autre. Mais il me semble difficile aujourd'hui d'envisager la voie diplomatique par des négociations, parce qu'on connaît les termes des négociations. Witkoff, Trump les a exposés, c'est-à-dire il faut que l'Iran renonce au nucléaire, renonce à l'enrichissement, transfère ses 400 kilos d'uranium enrichi, et qu'en plus il imite ses missiles balistiques. Et donc, si vous voulez, compte tenu de la psychologie de celui qui dirige l'Iran, du guide suprême Ali Khamenei, qui a 86 ans, qui a déjà joué le jeu, les Américains, en 2001, en 2015, et qui, à chaque fois, s'est retrouvé, je dirais, berné. Je ne pense pas que, pour lui, il y a une option vraiment diplomatique. Donc après est-ce qu'il ne joue pas, effectivement, une option militaire, sachant que on ne sait pas non plus quel est l'objectif de guerre de Donald Trump. On sait qu'il n'a pas envie d'une longue guerre. On va voir ça plus précisément dans un instant. Pardonnez-moi, c'est la pause, comme on dit. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a encore plus de temps après pour continuer de parler de cette information qui est certainement celle de cette soirée et des jours à venir. Exercice commun Iran, Chine, Russie, dimanche, lundi à tir réel. Et ce serait vraiment tout près du détroit d'Ormuz. La situation est en train de se préciser. Dans le même temps, Donald Trump est allé à la Maison-Blanche en train d'être briefé par ses équipes. Quelle suite? Quelle frappe? Quelle cible? Peut-être les sites nucléaires, nous disent les médias américains ces dernières heures. On voit tout ça ensemble dans un instant. À tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier avec toujours cet enjeu Trump et l'Iran, l'heure de vérité, alors qu'on apprend que la marine iranienne annonce un exercice à tir réel dimanche ou lundi, tout près du détroit d'Ormuz, et que dans le même temps, Donald Trump est à la Maison-Blanche briefé par les services de renseignement. On en parle avec mes invités, bien évidemment. Et là, c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. Boualem Sansal devient éternel. Ce jeudi, le romancier, emprisonné durant une année à Alger, a été élu des premiers tours à l'Académie française, au fauteuil numéro 3, laissé vacant par la mort de Jean-Denis Brédin. Il a été envoyé sur place pour apaiser les tensions tout en poursuivant la politique anti-immigration du président américain. L'émissaire de Donald Trump à Minneapolis annonce une diminution de la police de l'immigration et s'engage aujourd'hui, je cite, à rétablir la loi et l'ordre dans la ville sous le choc de la mort de 2 personnes. Et puis Crans-Montana, comment l'enquête est-elle menée après l'incendie meurtrier de Constellation? On a appris que les images des caméras de surveillance de la ville avaient été supprimées. 2 nouvelles personnes ont été mises en cause. Il s'agit de l'actuel et aussi de l'ancien chargé de la sécurité de la commune. Ils doivent être prochainement auditionnés. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Reprenons le fil de ce grand dossier Trump et l'Iran, l'heure de vérité. Pour tout comprendre, décrypter, encore une fois, ravi d'être avec Sylvie Berman. Merci beaucoup Georges Malbrunot d'avoir accepté notre invitation. Guillaume Roquette toujours, le général Yakovlev, et merci également à Xavier de Giacomoni. Les toutes dernières informations, c'est donc cet exercice annoncé juste avant le début de l'émission. Les Iraniens, avec les Chinois, avec les Russes, exercice commun dimanche ou lundi, en mer d'Oman, tout près, voire dans le détroit d'Ormuz, selon les dernières informations. Regardez ce que relaie la presse iranienne avec cette petite carte que vous voyez là maintenant. Et les questions maintenant se bousculent. Georges Malbrunot, quel est, encore une fois, le signal iranien? C'est non, d'accord, il n'y en aura jamais, passons directement au bras de fer militaire? Le message, c'est qu'on cherche d'une certaine façon à internationaliser la crise en appelant au secours nos alliés, russes et chinois. Et donc, de ce point de vue-là, alliés russes et chinois pourraient avoir un rôle à jouer justement pour essayer peut-être de convaincre Donald Trump de ne pas passer à l'option militaire. Ce matin, Vladimir Poutine affirmait que l'option diplomatique, les options diplomatiques étaient loin d'avoir été épuisées. Donc voilà, je pense que c'est ça que ça veut dire. Dire voilà, nous ne sommes pas seuls, nos alliés sont là, et donc attention avant de frapper l'Iran. Et Général Yakovlev, pour ceux qui nous rejoignent, pouvez-vous à nouveau nous faire l'exercice de pédagogie? Que comprendre derrière exercice en mer à tir réel prévu avec Iraniens, Chinois et Russes? À quoi cela peut ressembler? Alors, déjà des manœuvres de bateaux en mer, et alors les tirs.
Alors, ça peut être des tirs de défense, surface air, par exemple. Ils vont faire voler des drones et tirer sur des drones. Ça peut être peut-être des tirs de la mer vers le sol. Bon, donc, ils ont l'intention de faire voler d'une façon ou d'une autre des missiles et des drones, a priori. Mais maintenant qu'on voit la carte de l'exercice, c'est dans les eaux territoriales iraniennes. Donc, ils font ça de plein droit. Là, il n'y a pas de débat. Et puis ensuite, c'est clairement pas là que serait allé le groupe aéronaval américain. Parce que tout à l'heure, ne sachant pas où était le truc, ils avaient dit en mer d'Oman. Oh là, si ça se trouve, ils ont fait exprès de faire leur zone d'exercice là où les Américains ont l'intention de manœuvrer avec leur porte-avions. Donc là, clairement, c'est pas le cas. Ils seraient jamais allés là de toute façon. Donc la confrontation directe qui m'inquiétait un peu tout à l'heure, avant de voir la carte, entre, par exemple, par hypothèse, une frégate chinoise et le groupe aéronaval américain, c'est moins le cas. Et Sylvie Bermann, quand on est le président américain, et encore une fois, ses hommes, son renseignement, dans le bureau ovale, et qu'on découvre cette information certainement bien avant nous, puisque... Voilà, c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. Mais est-ce que Donald Trump est obligé d'y aller maintenant? Est-ce qu'il est obligé de passer l'étape d'après vis-à-vis de cette provocation? Obligé, on n'en sait rien, bien évidemment. Je pense qu'il n'est pas très content de cette annonce. Alors cela dit, les trois pays font des exercices navals conjoints depuis plusieurs années. En mer d'Oman, dans l'océan Indien, donc c'est pas du tout la première fois. Mais là, effectivement, l'annonce intervient à un moment qui est crucial. Alors, c'est une agression, Sylvie Bermann. C'est considéré diplomatiquement comme une agression? Pas du tout. Pas du tout. Ils ont le droit de faire des exercices, d'autant plus que, encore une fois, ils les font à peu près tous les 2 ou 3 ans. Mais bon, ça intervient à un moment très précis et bien évidemment... L'Iran utilise ça comme un signal aux Américains en disant oui, comme ça a été dit, nous avons des alliés. On est dans un jeu de poker. Je ne sais pas s'il y aura une vraie bataille navale ou pas, mais en tout cas, on est dans un jeu de poker et de poker menteur. Donc chacun fait monter effectivement les enchères. Alors un jeu de poker menteur, mais maintenant, quand on fait le compte avec une puissance de feu concentrée dans la région, qui est quand même assez vertigineuse, Guillaume Roquette. Oui, on peut dire que le conflit est en train de changer de dimension, parce qu'effectivement, comme le disait Georges, il y a l'internationalisation, qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour Donald Trump. Parce que, regardez, au Venezuela, il est tout seul face à un pays, on va dire, en voie de développement, il frappe sans rien demander à personne. Dans sa sphère d'influence. Exactement. En revanche, au Groenland, quand il commence à avoir contre lui l'Union européenne, là, il se dit, mais est-ce que je veux vraiment déclencher une crise majeure, une crise presque systémique? Et là, si la Chine et la Russie entrent dans la danse, ce bras de fer avec l'Iran, il change de dimension. Et puis le second point, on le voit sur la carte, c'est que l'exercice, il arrive donc au milieu du détroit d'Ormuz, dans cette espèce de goulet d'étranglement entre le golfe Persique et la mer d'Oman. Et il y a une part importante du pétrole mondial qui passe par là, pas seulement le pétrole iranien, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Or, on le sait, il y a le gaz naturel liquéfié aussi. Or, on le sait, l'impact de troubles dans cette région sur l'économie mondiale, il peut être assez rapide. Il y a eu dans le passé des crises économiques qui ont été déclenchées par des crises diplomatiques dans la région. Donc ça aussi, peut-être que ça peut faire réfléchir Donald Trump. Pardonnez-moi Xavier, mais on nous attend du côté des États-Unis. Il fait très très froid. Là où nous attend Pierre Barbin avec Thibaut Bric. Et je crois que les batteries sont en train de descendre très très rapidement également. Merci beaucoup messieurs d'être avec nous. Je le disais, on apprend cette information il y a quelques minutes seulement. Ce que l'on sait en revanche depuis quelques heures, c'est que Donald Trump il est censé être à 7h, briefé par ses services de renseignement à la Maison-Blanche. On attend maintenant, c'était prévu à 17h, une sorte de conseil des ministres version Donald Trump. Clairement, tout s'accélère à Washington également. Oui, et d'ailleurs, ce Conseil des ministres, en quelque sorte, comme vous l'avez décrit, a été retardé parce que, à la Maison-Blanche, Donald Trump poursuit ce briefing avec ses services de renseignement. Sa réunion de cabinet devait commencer à 11h. Elle n'a toujours pas commencé à Washington. En parallèle, on apprend ce matin, via les médias américains, que le président envisage désormais une frappe majeure contre l'Iran, notamment suite à l'échec des discussions
discussions préliminaires entre Téhéran et Washington. Selon certaines sources, les discussions ont rapidement bloqué sur 2 sujets sensibles, la limitation du programme nucléaire iranien et la production de missiles balistiques. En fait, ces frappes pourraient viser, on l'apprend notamment donc toujours via les médias américains, elles pourraient frapper directement les dirigeants iraniens, mais aussi des infrastructures nucléaires ou encore des sites gouvernementaux. Voilà ce que l'on sait pour le moment. Ce qui est important de préciser et ce qu'il faut savoir, c'est que selon l'agenda officiel de la Maison-Blanche, eh bien Donald Trump tiendra une conférence de presse, en tout cas fera une annonce directement depuis le bureau ovale. Ce sera à 16h30 heure locale, 22h30 en France. On va suivre ça avec tellement d'attention. Merci infiniment, messieurs, depuis les États-Unis. Merci à vous. Donc, vous l'avez dit, dans les pistes sur la table qui se préciseraient ces dernières heures, de plusieurs sources de médias américains, il y a les cibles nucléaires. Mais Trump disait pourtant, après l'opération de juin dernier, la guerre de 12 jours, qu'il en était fini de ce nucléaire iranien. Qu'en est-il alors ? On a du mal à comprendre. Autre information importante, les renseignements américains indiquent que l'Iran reconstruit en ce moment ses sites nucléaires plus profondément sous terre. Les Américains pourraient-ils les détruire, donc, même s'ils le décidaient ? On y voit plus clair. On avance avec Xavier de Giacomoni. Xavier, je vous emmène avec moi. Xavier, pourquoi le nucléaire figure-t-il à nouveau parmi les cibles prioritaires de Trump en Iran ? Les renseignements américains indiquent que l'Iran, j'insiste, reconstruit ses sites nucléaires plus profondément sous terre. Alors, le nucléaire iranien, c'est l'obsession de Donald Trump depuis son premier mandat. Dans un premier temps, il avait fait jouer les sanctions, vous vous en souvenez. Il était sorti du traité sur le nucléaire iranien, cet espace de discussion entre Iraniens et Occidentaux pour limiter la puissance nucléaire, l'enrichissement d'uranium des Iraniens. Et puis, en juin dernier, il a ordonné les bombardements des sites de Fordo, Natanz, Ispahan. Pour les Américains, pour Donald Trump, tout était réglé. Mais non, pas du tout. Les Israéliens le reconnaissent eux-mêmes. Il y a encore des capacités. Et puis surtout, vous l'avez dit, Amélie, les Iraniens recommencent à reconstruire ces facilités pour l'enrichissement de l'uranium. Un exemple, Fordo serait reconstruit à plus de 100 mètres sous terre pour définitivement mettre les centrifugeuses qui permettent l'enrichissement à l'abri des bombardements iraniens. Et donc, le président américain se dit qu'il faut à nouveau, pour cette raison-là, mais aussi pour évacuer toute menace, retourner bombarder l'Iran. Donc que sait-on de ce qui reste de ce programme nucléaire ? Alors justement, ça c'est toute la difficulté. On sait qu'il y a eu énormément de dégâts. On sait que le programme a été retardé. Mais je vous le disais, même les Israéliens, les experts israéliens admettent qu'il n'est pas annihilé, qu'il peut redémarrer. Des scientifiques ont été tués, des sites comme celui-ci, Fordo, justement, on voit les trous d'entrée des GBU-57, les bombes qui ont frappé le site, ont retardé le programme, mais ne l'ont pas interrompu totalement. Et puis, souvenez-vous, il y a cette question, que sont devenus les 400 et quelques kilos, 408 a priori, kilos d'uranium enrichi à plus de 60%, qui permettent très rapidement de faire plusieurs bombes nucléaires que les Iraniens avaient réussi à enrichir. On sait que des camions ont été vus aux alentours de Fordo. Est-ce que voilà, on voit cette file de camions, photo prise le 19 juin, qui aurait pu évacuer. C'est pas facile, parce que c'est sous forme gazeuse, c'est pas facile à manipuler. Mais que sont-ils devenus ? Les Iraniens disent qu'ils ont été enterrés dans les bombardements. Les services américains et surtout israéliens en sont beaucoup moins sûrs. Merci beaucoup Xavier. Donc Donald Trump disait qu'il avait détruit le nucléaire iranien. On regarde encore une fois ces images à l'issue de l'opération de juin dernier. Georges Malbruno, je me tourne vers vous, bien évidemment. Il avait annoncé, je cite, l'oblitération du nucléaire iranien. Il reconnaît qu'il n'en est rien s'il le cible à nouveau. On le sait déjà depuis un certain temps, y compris les Israéliens qui l'ont reconnu. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que, comme ça a été dit, il y a un certain nombre de sites qui ont été reconstruits, en particulier un site qui est à Parchin, à une trentaine de kilomètres à l'est de Téhéran, et où il y a eu effectivement une reconstruction. Et ça fait partie des cibles qui pourraient être frappées par Donald Trump. Mais encore une fois, ce seraient des frappes, je pense, symboliques, parce que vous avez dit qu'en juin, Israël a quand même, pendant 12 jours, bombardé des sites nucléaires. Les États-Unis, à la fin, ont frappé Fordo. Pour quel résultat, etc. Donc, quel est le but de guerre de Donald Trump ? Est-ce que toute cette armada, ça n'est pas pour... alors, une frappe décisive,
Une frappe décisive, une frappe majeure, comme on a dit aux États-Unis, ça veut dire quoi? Ça veut dire une frappe qui permettrait peut-être au régime de trembler et aux manifestants de reprendre le chemin de la contestation, parce qu'aujourd'hui, elle n'existe plus. Ça peut être aussi une frappe sur le guide suprême. Parce que dans cette situation de blocage dans laquelle on est depuis longtemps, je veux dire, il y a un homme qui incarne ce blocage, c'est le guide suprême Ali Khamenei, et les États-Unis le savent. Ils savent aussi qu'autour de lui, il y a des gens qui se demandent si cette politique jusqu'au boutiste, cet entêtement, eh bien, ne va pas conduire à la perte du régime, comme il y a eu Saddam Hussein, comme il y a eu Bachar el-Assad, etc. Donc, je pense que la seule issue, je dirais, dans l'optique de Trump, qui veut une guerre rapide avec un trophée, ce serait effectivement d'étêter le régime, d'éliminer le guide suprême, de manière à secouer un petit peu la République islamique et dire voilà, maintenant, il faut peut-être passer aux négociations. Des négociations avec le guide aujourd'hui sont impossibles. Sans lui, elles pourraient peut-être le devenir. Général Yakovlev, on imagine qu'une telle opération serait éminemment compliquée. En juin, ils ont eu du mal à aller au bout et regardez comme on en doute encore aujourd'hui, de fait. Oui, je crois ce que une étude américaine d'il y a quelques années, du temps d'Obama, était arrivée à la conclusion qu'il n'y a pas de solution militaire pour arrêter le programme nucléaire iranien. Et ils avaient déjà cette bombe à l'époque. Donc, et compte tenu de l'armada américaine mise en place, quelle opération quelle marge de manœuvre cela laisse aux Américains dans ce domaine-là? Que pourraient-ils faire, viser, cibler, avec quelle réussite? Déjà, s'ils veulent frapper des choses en profondeur, paradoxalement, c'est pas le porte-avions qui va le porter, c'est les B-2 de Diego Garcia, ceux qui avaient fait l'opération la dernière fois, ou des avions venant des États-Unis, avec des vols de, je ne sais plus combien, 27 heures, je crois. 18 heures, 36 allers-retours. Voilà, donc ça... Spécifiquement, ces cibles-là, voilà. Maintenant, des cibles, entre guillemets, contre le régime qu'évoquait M. Malbruno, c'est possible. Ils peuvent frapper à gauche, à droite, mais... Il faut frapper la tête. Il faut frapper la tête comme il faut frapper la tête, il faut savoir où elle est. Et surtout, est-ce que ça déclencherait l'évolution politique qu'ils amènent de leur vœu? Moi, je ne sais pas. Maintenant, si Trump y arrive, je dirais tant mieux pour lui, mais à titre personnel, j'y crois pas. Diplomatiquement, militairement aussi, Sylvie Bermann, c'est beaucoup plus compliqué à gérer. Guillaume le disait tout à l'heure, que le Venezuela, parce que c'est pas un homme, pas seul, mais presque en son palais. C'est un régime extrêmement complexe avec des hommes qui détiennent les clés du nucléaire et un nucléaire qui serait potentiellement disséminé aux quatre coins d'un pays. Oui, non, absolument, parce qu'effectivement, le régime, c'est aussi les gardiens de la révolution qui ont mis le pays complètement en coupe réglée, y compris sur le plan économique, et qui bénéficient des sanctions. Donc, est-ce qu'ils abandonneront le guide suprême? C'est quand même une question. C'est plutôt vous, effectivement, qui avez, Georges Malbruno, qui avait la réponse à cela. Maintenant, la négociation sur le nucléaire, c'est maximaliste ce que demande Donald Trump, parce que renoncer au nucléaire et même au nucléaire civil, en fait, c'est même pas légal en droit international. Et à l'époque, d'ailleurs, les Russes avaient aidé pour la centrale de Bouchir, qui est une centrale civile. Alors, Donald Trump s'est mis dans cette situation lui-même, en dénonçant un accord qu'on appelait le JCPOA, qui fonctionnait plutôt bien. Il a dit, parce que c'était Obama qui l'avait signé, qu'il n'avait jamais vu un aussi mauvais accord. Mais qu'est-ce qu'il obtiendrait de plus cette fois-ci? Ce qui l'intéressait, bon, maintenant, il demande effectivement l'élimination totale du nucléaire. Et il demande également l'annihilation du programme balistique. Mais ça, c'est ce que les négociateurs de cet accord de 2015 avaient essayé d'obtenir absolument sans succès pendant des années. Mais la pression est telle que peut-être, effectivement, il peut y avoir un accord à minima sur le nucléaire. Allez-y, Guillaume Roquette. Oui, moi, ce qui me surprend... ou ce qui me frappe plutôt, c'est le changement dans l'évolution du discours de Donald Trump, qui d'abord disait « si vous continuez à réprimer, je vais intervenir ».
Et maintenant, il dit, si on n'arrive pas à un accord sur le nucléaire, je vais intervenir. Peut-être parce que pour Donald Trump, c'est entre guillemets plus facile de se trouver dans cette problématique-là, pas celle de la répression du régime, parce que je vois pas comment il peut l'arrêter sans une intervention massive, mais sur le nucléaire, souvenez-vous, en juin dernier, il avait eu des déclarations triomphalistes en disant, ça y est, le potentiel nucléaire militaire iranien est détruit. Son propre renseignement militaire, d'ailleurs, l'avait contrarié là-dessus, l'avait contredit, mais tant pis, lui, il avait dit, j'ai gagné. Or, je me demande dans quelle mesure est-ce que tout ça n'est pas avant tout une opération d'orgueil et d'amour-propre pour Trump de montrer qu'il a pu l'emporter, quel que soit le résultat réel. Vous l'avez dit, il envisage des options militaires sur des sites nucléaires, il envisage des options nucléaires pour un possible changement de régime. On va plus loin, encore une fois, Xavier de Giacomoni. Xavier, le nécessaire est-il en place, entre guillemets, bien sûr, pour que de telles frappes puissent éliminer les principaux responsables du régime? Alors, le déploiement, en tout cas, Amélie, le déploiement militaire est assez exceptionnel. On a donc le groupe aéronaval du porte-avions Abraham Lincoln qui a à son bord ses appareils F-35, avions furtifs qui ne seront pas vus par les radars des Iraniens qui peuvent aller frapper rapidement, notamment sur les défenses anti-aériennes. F-18, toujours embarqués sur le porte-avions, qui peuvent frapper eux aussi de manière très précise. Et puis, particularité américaine, cet appareil-là, qui est un F-18, mais transformé pour être un appareil de guerre électronique qui brouille les radars, qui brouille les communications. Et puis on en parlait tout à l'heure, notamment avec Georges Malbruno, sur ces frappes nucléaires qui sont faites en juin dernier. Il y a ce fameux bombardier B-2. C'est lui qui peut larguer des bombes GBU-57 qui vont jusqu'à 60 mètres de profondeur et qui pourraient notamment atteindre les caciques du régime qui seraient réfugiés dans des bunkers. Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Georges Malbruno, est-ce un objectif facile, entre guillemets, encore une fois, à atteindre si il souhaitait effectivement décapiter le régime de ses principaux responsables? En juin dernier, le Mossad était à la manœuvre. Est-ce qu'on peut imaginer un tel scénario dans les prochaines heures? Alors, on peut imaginer que le Mossad est aussi un peu à la manœuvre dans le pays, mais il faut rappeler qu'en juin, la nuit du 12 au 13, Israël a quasiment décapité une bonne partie du régime. Je crois les 3 plus hauts gradés des gardiens de la Révolution ont été tués. Et qu'est-ce qui s'est passé 24 heures après? 3 successeurs ont été désignés. La chaîne de commandement n'a pas été affectée. Ça veut dire qu'on est face... Les gardiens de la Révolution, c'est 200 000 gars. On est face à un État profond, un État dans l'État. Et donc, Donald Trump sait très bien qu'il ne peut pas décapiter le régime. Il peut décapiter, si, le régime. Encore une fois, Israël l'a fait au Liban avec Hassan Nasrallah, vous vous souvenez. Voilà, parce que ensuite, se lancer dans des frappes sur... Il peut taper le Parlement, il peut taper la télévision, les casernes des gardiens de la Révolution, mais tout ça ne va pas, je pense, faire tomber le régime. Est-ce que c'est l'objectif de Donald Trump? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donald Trump veut des guerres courtes, il veut des trophées, des symboles. En revanche, remplacer Khamenei par d'autres responsables, voire par des gardiens de la Révolution, comme on le lit par exemple dans certains éléments de presse ce matin, ça oui. Et est-ce que vous avez déjà des personnes qu'il pourrait mettre à la tête de ce régime avec lesquelles il serait maintenant acceptable de parler? L'ancien président Hassan Rouhani et l'ancien ministre des Affaires étrangères Javad Zarif, qui ont signé l'accord international 2015, il y a une dizaine de jours, ont été plus ou moins assignés à résidence. Voilà, ce sont des gens avec qui on peut négocier, on a signé, etc. Donc, les Américains savent aussi qu'il y a, chez les gardiens, vous avez tout, vous avez des gens idéologisés, l'agent direct de Donald Trump qui commence son petit conseil des ministres, mais conseil des ministres de la Maison-Blanche actuellement. Je précise l'image que vous voyez en direct, c'est-à-dire qu'à tout moment, on peut essayer de tendre l'oreille pour écouter le président américain. Allez-y. Mais c'est un régime qui, entre justement la tête, les gardiens, le guide, son fils, et les gardiens, les a mêlés dans le business, notamment. Donc, si vous voulez... Étêter le régime, ça veut dire quand même qu'il y en ait un certain nombre qui disparaissent de la scène. Ensuite, il y a des gens autour qui... Parce que le régime, depuis une quinzaine d'années, a toujours trouvé, je dirais, à l'issue des crises, un trou de souris pour sauver sa peau. Cette fois-ci, quand même, avec l'armada qui est déployée, et compte tenu des positions extrêmes du guide, compte tenu de la situation intérieure, le trou de souris, il a tendance à se rétrécir. Assez rapidement, Général Yakovlev, une telle opération, elle vous semble militairement viable? Non. Moi, j'y crois pas.
Ni contre le nucléaire, ni pour le changement de régime. Alors maintenant, pour labourer la mer, ils savent le faire. Voilà. Maintenant, avec un peu de chance, les Américains démontreront qu'ils savent, qu'ils ont inventé de nouvelles formes de guerre et que je me suis trompé, c'est tout. Alors on continue d'en parler dans un instant. Image en direct. Donald Trump commence donc son conseil des ministres à la Maison-Blanche. Il a été briefé préalablement, selon les informations dont nous disposions ces dernières heures, par ses services de renseignement. Pendant ce temps-là, Vladimir Poutine, il dit suivre la situation de près. Il rencontre son homologue émirati. Vous allez l'entendre dans quelques instants avec nous. Charles Divot, merci d'être avec nous. Dans un instant également, on va se poser cette question. Dans quelle mesure la Russie se tient-elle aux côtés de son allié iranien en ce moment ? Oui, alors officiellement, il n'y a pas eu de prise de position de la part du Kremlin pour s'afficher aux côtés de l'Iran, et ce très certainement pour ne pas froisser les Américains, alors que vous le savez, de nouvelles négociations concernant la paix en Ukraine auront lieu ce week-end. Le grand dossier se poursuit, toujours cet enjeu Trump et l'Iran, l'heure de vérité. En effet, regardez, Donald Trump, il est en ce moment à la Maison-Blanche, une sorte de conseil des ministres, si je devais résumer, depuis la Maison-Blanche. Et avant cela, c'est ce qu'on nous disait ces dernières heures, il devait être briefé par ses équipes, par le renseignement américain. Est-il en train de prendre la décision face à l'Iran, alors qu'on apprend, quelques minutes avant le début de cette émission, que l'Iran va mettre en place des exercices conjoints avec la Russie, avec la Chine, tout près du détroit d'Ormuz, mer d'Oman, dimanche ou lundi, et le tout à tir réel. Vous le voyez, accélération encore une fois de l'histoire, et je suis ravie pour en parler d'être toujours avec Sylvie Bermann, avec Georges Malbruno qui a accepté notre invitation. Merci beaucoup. Guillaume Roquette, Xavier de Giacomoni, et avec vous, Général Yakovlev. Et puis, je le disais, l'exercice, il serait donc en commun Iran, Chine et Russie. Et pendant ce temps-là, Vladimir Poutine, lui, il nous l'assure, il suit tout ça de très près. Et à ses côtés, il n'est pas avec n'importe qui, il est avec son homologue émirati. Regardez. Bien sûr, nous suivons tous de près la situation actuelle en Iran. J'aimerais aborder tous ces points avec vous, non seulement de manière générale, mais aussi de manière plus détaillée. Et voilà qui réveille cette question. Quelle partition joue Poutine dans la région ? Redoute-t-il une attaque contre son allié ? Et s'il y a frappe, sera-t-il aux côtés de Téhéran ? Charles Divot, merci beaucoup d'être avec nous en direct de Moscou. La Russie se tient-elle particulièrement aux côtés de l'Iran ces dernières heures, ces derniers jours ? Alors officiellement, il n'y a pas eu une prise de position de la part du Kremlin pour s'afficher aux côtés de l'Iran, mais oui, historiquement, les deux pays, c'est connu, ce sont des alliés. Voilà pourquoi, vous l'avez entendu, Vladimir Poutine dit suivre la situation de très près, mais en réalité, ce sont toutes les autorités russes qui suivent la situation iranienne de très très près. Aujourd'hui, Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a voulu faire part de son inquiétude et a appelé tous les pays à négocier. Et ce, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de ressortissants russes qui habitent actuellement en Iran. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que la Russie, elle se trouve aujourd'hui dans une position un peu instable. Parce que d'un côté, il ne faut pas froisser les Américains avec qui, vous le savez, il y a des négociations en cours concernant une éventuelle paix en Ukraine. Mais de l'autre, il ne faut pas non plus s'éloigner de son allié historique, l'Iran. L'Iran qui a été un soutien de poids pendant les presque 4 ans de guerre en Ukraine, notamment en fournissant des munitions ou encore des drones à l'armée russe. Merci infiniment. Charles Divot, en direct depuis Moscou. Merci beaucoup à vous. Encore une fois, quelle partition joue Poutine, selon vous, dans la région ? Je précise, et c'est pour ça que je commence par vous, Georges Malbruno, c'est important qu'il est avec l'Émirati, qui, sauf erreur de ma part, fait partie de ceux qui ont dit « nous, on ferme notre ciel en cas de frappe américaine ». Voilà, le président des Émirats Arabes Unis, d'ailleurs, se déplace très peu. Il est très rarement en voyage. Je pense que là, évidemment, il y avait le dossier ukrainien qui est abordé, mais probablement aussi le dossier iranien, parce que les Émirats, Dubaï, c'est la porte de sortie de l'Iran. Les gardiens de la révolution, entre autres, ont des centaines de millions de dollars dans les banques émiraties. Les Émiriens ne veulent pas, comme tous les pays voisins de l'Iran, aucun, peut-être sauf Israël, ne veut d'une option militaire, ne veut d'une nouvelle guerre, parce qu'ils craignent justement les conséquences en termes de déstabilisation. Donc, est-ce que les Émiriens vont faire passer un message ? Ils sont pas dans le scope de ceux qui négocient. Ceux qui négocient, c'est la Turquie, c'est le Qatar, c'est Oman, mais ils ont des relations avec l'Iran, et probablement que Mohammed bin Zayed va transmettre à Téhéran, voilà ce qui peut être transmis, mais
Vous savez, la relation russo-iranienne, elle est complexe parce que ce sont des alliés, mais c'est une alliance sans amour. Voilà, les Iraniens ont livré beaucoup de drones aux Russes pour la guerre en Ukraine, mais les Russes se sont jamais trop montrés allants à l'égard des Iraniens pour les défendre. Vous savez, la guerre de 12 jours en juin, ils avaient soutenu très mollement, quoi. Donc voilà, on dit qu'ils ont livré quelques hélicoptères de combat. Depuis des années, on nous annonce la signature d'un accord de défense stratégique, etc. Mais il n'y a pas grand-chose derrière tout cela. Donc voilà, la Russie-Iran, c'est une alliance, je dirais, d'intérêt stricto sensu. Oui, vous faites référence à ces images qui circulent d'hélicoptères russes arrivant en Iran suite à un accord de 2023, mais qui arriveront donc ces hélicoptères à point nommé, peut-on dire. Sylvie Bermann, ancienne ambassadrice en Russie. Quelle partition? Alors, vous savez qu'avant la guerre, où là, la Russie a perdu beaucoup de son influence, beaucoup de pays arabes disaient que Moscou était devenu la nouvelle Mecque des pays du Moyen-Orient, parce que tout le monde se retrouvait là-bas, aussi bien les chefs d'État, mais y compris d'ailleurs Israël, les Iraniens, et également les mouvements que nous jugeons terroristes. Donc il y avait une influence très importante. Il y a ce lien avec l'Iran, qui est effectivement pas un lien d'amour, bien évidemment, mais qui est entretenu dans le cadre de l'Organisation de la coopération de Shanghai, qui est quand même une des organisations phares du Sud global. Et il y a eu des exercices militaires, je crois, depuis 2019, entre la Chine, la Russie et l'Iran. Donc, il y a effectivement une position qui est plutôt favorable. Alors maintenant, les Shahed, ça a été évidemment très utile dans la guerre en Ukraine, sauf qu'aujourd'hui, les Russes les produisent eux-mêmes sur le territoire russe. Donc, ils ont moins besoin d'importation directe. Est-ce que militairement parlant, général, ils se tiennent l'un et l'autre? Il y a eu un traité de partenariat stratégique global entre l'Iran et la Russie qui a été signé le 17 janvier 2025 par Poutine et Pézekian. C'est un traité qui vise à améliorer les liens entre les deux nations. Mais est-ce qu'ils se tiennent? Et est-ce que, quelque part, Poutine militairement doit quelque chose à l'Iran? Puisque les drones, l'Iran en a envoyé par centaines et centaines et plus encore. Il doit beaucoup à l'Iran et il ne leur a rien donné en échange, en gros. Après la guerre de l'été dernier, les Iraniens, semble-t-il, étaient assez furax de se dire, avec un allié comme ça, on n'est sérieusement pas aidé. Ils ont aidé la guerre à changer de forme avec les Shahed, là, en 2023. Ils ont vraiment aidé les Russes à faire cette bascule. Maintenant, les Russes, entre guillemets, se débrouillent sans eux aussi, et pour leur production de drones. Et en revanche, ils espéraient avoir des missiles de défense solaire l'été dernier, que les Russes ne leur ont pas donné, parce qu'ils en ont besoin chez eux, les Russes, face aux Ukrainiens. Donc, bref, avec des alliés comme ça, il y a beaucoup d'air chaud, mais il y a, du point de vue iranien, je pense qu'ils en ont... ils auraient de quoi avoir une certaine rancœur. C'est vrai que le rapport à la parole donnée de Vladimir Poutine au traité est quand même tout à fait relatif. Guillaume Roquette. Oui, et puis Michel Yakovlev faisait allusion à la guerre en Ukraine. Il y a effectivement ce volet militaire qui font que les Russes n'ont sans doute pas beaucoup de moyens à détourner du conflit avec l'Ukraine. Et puis il y a aussi le face-à-face avec les États-Unis. Les Russes, aujourd'hui, Poutine a besoin de Trump pour essayer de terminer la guerre en Ukraine dans des conditions qui lui seraient le plus favorables possible. Je rappelle ce préaccord qui existait et qui, en gros, donnait tout le Donbass à la Russie. Est-ce que ce serait très intelligent aujourd'hui pour Poutine d'apparaître comme étant l'adversaire frontal de Trump au Moyen-Orient en se portant aux côtés des Iraniens? J'en suis pas certain. Donc, à mon avis, c'est un élément de plus qui doit inciter le Kremlin à la prudence. Mais est-ce que de toute façon, il faut regarder du côté de la Chine, Georges Malbruno? Est-ce que le meilleur allié stratégiquement, diplomatiquement et même militairement parlant, à l'heure où on se parle, ce sont les Chinois qui sont annoncés, selon certains médias, également dans l'exercice commun? Non, les Chinois prélèvent l'essentiel du pétrole iranien. Non, ça d'ailleurs sont demandé profiter de la faiblesse de l'Iran pour demander des discounts. Et les Chinois sont sous pression de Donald Trump pour ne pas en prélever. Et les Chinois sont dans une relation triangulaire justement avec leur allié iranien, avec lequel effectivement ils ont renforcé leur position depuis la rupture du JCPOA parce qu'il fallait remplacer les Européens et autres. Mais c'est pareil. Là, la relation, elle est assez ambiguë et ça n'est pas une relation une alliance extrêmement solide. Simplement, c'est une alliance purement commerciale, mais ce ne sont pas les Chinois qui vont venir au secours des Iraniens militairement, je pense. Sylvie Bermann, non, mais de toute ancienne ambassadrice en Chine également, je précise. Oui. Non, c'est pas la pratique des Chinois. Ils vont pas
engager le feu avec les Américains. Donc cet exercice aura lieu ou il n'aura pas lieu. Bon, je n'en sais rien, ça a été annoncé par les Iraniens, mais en tout cas, il n'y aura pas d'engagement militaire. Oui, Xavier ? Oui. La Russie, la Chine aussi d'ailleurs dans une moindre mesure, mais elle ne le voulait pas, aurait pu aider l'Iran depuis longtemps, notamment en reconstituant son aviation de chasse. Aujourd'hui, l'Iran n'a pas d'avion. Elle a des vieux F-4 américains, des vieux F-14, des vieux MiG-29. Elle ne peut absolument pas se défendre dans les airs. Le plus simple, à la fois pour Moscou et pour Pékin, s'ils avaient voulu vraiment l'aider depuis une dizaine d'années, c'était de lui fournir ces avions qui existent dans ces deux pays. Merci Xavier de Giacomoni. Merci infiniment Général Yakovlev. Merci à vous Georges Malbruno. Merci beaucoup Sylvie Bermann. Merci Guillaume Roquette et merci à vous de nous suivre chaque jour. Bien sûr, nous reviendrons sur LCI sur cette information des exercices iraniens qui sont annoncés à tir réel dimanche ou lundi alors que Donald Trump s'exprime depuis la Maison-Blanche en ce moment même.